Bonjour les amis et bienvenue sur votre 14e numéro de la revue d'actu consacré, ainsi que nous l'avons annoncé dans le trailer, consacré à trois sujets tous liés au panafricanisme. Le premier de ces sujets étant la situation des migrants africains en Tunisie. La situation est devenue critique des migrants africains en Tunisie. Donc, mardi 21 février, le président tunisien Kais Saïd a présidé une réunion du Conseil de sécurité nationale de ce pays, laquelle était consacrée aux mesures urgentes, je cite, qui doivent être prises pour faire face à l'arrivée en Tunisie d'un grand nombre de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne. Je cite là un communiqué de la présidence tunisienne. Donc au cours de cette réunion, Kais Saïd a fait un discours très virulent, évoquant des hordes de migrants clandestins, des hordes de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne, dont la présence sur le sol tunisien est devenue, selon lui, source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Je le cite. Il insistait également sur la nécessité, je le cite encore, la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Voilà, donc, pour résumer, pour faire court, le président Saïd tunisien dit que la violence, les crimes dans son pays sont en grande partie du fait de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également soutenu des thèses vraiment dignes d'un Éric Zemmour, les thèses de grand remplacement, comme on dit. Parce qu'il a également estimé que cette immigration clandestine relevait, je cite, d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Donc, il fait également dans du complot, Kais Saïd. Il dit que l'arrivée massive des migrants africains sur le sol tunisien, ce n'est pas qu'un simple phénomène de migration lié à la précarité économique en Afrique subsaharienne ou alors à l'instabilité politique. Non. Pour lui, c'est un complot ourdi en début de siècle, on peut dire dès le début des années 2000, afin de changer la composition démographique de la Tunisie, afin de remplacer les populations actuelles tunisiennes qui sont majoritairement de couleur de peau blanche, afin de les remplacer donc par des populations noires et ainsi gommer le caractère arabo-musulman de la Tunisie. Donc, voilà ce qu'il dit. Évidemment, ces propos malheureux ont fait bondir bon nombre d'organisations de défense des droits humains et de défense des droits des migrants qui ont appelé les autorités tunisiennes à lutter contre les discours de haine et la discrimination et le racisme envers les migrants. Bon. Les amis, voilà donc un président qui parle comme un voyou déjà. Il ne parle pas comme un président, il parle comme un voyou. Et qui dit très clairement que il n'est pas africain. Il ne se sent pas africain, en gros. Pour ceux qui en doutaient encore, le racisme intra-africain est une réalité. C'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'arguments contre le panafricanisme. C'est avec ces gens que les panafricanismes veulent cohabiter dans la construction panafricaine.
faire les États-Unis d'Afrique et tout. Or, déjà sur le sol africain, il y a de larges pans de population qui prennent les autres de haut, qui prennent le reste du continent de haut. Le Maghreb, dans son ensemble, est le siège du racisme intra-africain. J'ai un ami qui vit au Maroc depuis 2012. Il me fait état de la banalisation du racisme anti-noir dans ces pays maghrébins. Il est impossible, en tout cas très difficile, pour un noir là-bas de se mettre en couple avec une fille locale, une Algérienne, une Marocaine, une Tunisienne. Encore une fois, c'est possible, hein. Il est tout à fait possible que de tels couples existent. D'ailleurs, ils existent. Mais c'est très difficile. Les frères et le père de la fille ont tendance à s'y opposer. Donc, chez eux, le racisme, chez beaucoup d'entre eux, en tout cas, on ne va pas généraliser non plus, mais chez beaucoup d'entre eux, le racisme est quelque chose de culturel. Pour beaucoup de ces populations maghrébines-là, c'est pas les Africains, hein. L'Africain, c'est celui qui a la couleur de peau noire. C'est celui-là qui était esclave au bon vieux temps des conquêtes arabes. C'est celui-là l'Africain pour eux. Donc, ils ne se sentent pas africains. Ne faisons pas d'amalgame cependant, les amis. C'est les propos de Saïd, les propos malheureux de Kais Saïd, traduisent ce que pense tout bas, ou même tout haut, hein, une bonne frange des populations maghrébines. Cependant, ces dérives ne doivent pas être généralisées à tous les peuples maghrébins, au peuple tunisien frère, au peuple algérien frère, dont certains se sentent effectivement intégrés dans ce que les panafricanistes de pacotille peuvent appeler la communauté africaine. Cependant, il faut mettre le doigt sur cette réalité du racisme intra-africain. En Afrique noire, c'est plutôt le tribalisme qui a cours, hein. Les guerres tribales, les conflits tribaux. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus sur le tribalisme. Maintenant, au niveau de l'Afrique tout entière, c'est le racisme. De l'Afrique blanche maghrébine envers l'Afrique noire subsaharienne. C'est une réalité, les amis. Et on se demande comment est-ce que les panafricanistes comptent donc faire cohabiter tout cet ensemble-là dans un projet commun panafricaniste. Des gens qui ne se sentent même pas africains. C'est compliqué ça. Beaucoup d'Africains ignorent également que la réalité, en tout cas, de la traite arabo-musulmane. On parle beaucoup de la traite faite par les Européens, la traite transatlantique, disons. Un commerce triangulaire, comme on disait à l'école primaire. Les Africains qui étaient esclavagisés pour aller dans les plantations de canne à sucre dans le Nouveau Monde. Mais on ignore qu'avant cette traite transatlantique existait la traite arabo-musulmane, dont les conquérants arabes, avec la complicité des chefs noirs, ont mené 13 siècles d'esclavage, de traite négrière en Afrique. 13 siècles. La traite transatlantique, quant à elle, n'a duré que 3 siècles, je crois. Elle était abolie encore plus tôt. Elle était abolie, je crois, au Congrès de Vienne en 1815.
Or, la traite arabo-musulmane a duré, comme je disais, 13 siècles. Elle était la plus meurtrière. Donc, beaucoup d'attitudes qu'on constate aujourd'hui chez ces populations maghrébines à l'endroit des populations noires d'Afrique remontent à cette période-là. Ces gens n'ont jamais considéré le noir autrement que comme dans leur souvenir, comme au bon vieux temps de la traite arabo-musulmane. Encore aujourd'hui, il y a des pays où l'esclavage est pratiqué dans ces zones-là. Je prends l'exemple de la Mauritanie. Je prends même l'exemple de la Libye, où parfois ici au Cameroun, vous restez là au quartier, quelqu'un qui allait en aventure, vous recevez un coup de fil de sa part en train de crier, de hurler, vous disant qu'il a été pris en otage et que si on n'envoie pas l'argent, il sera vendu au marché d'esclaves de Benghazi ou de je ne sais pas où. C'est une réalité qu'on ignore. Et c'est avec ces gens que les panafricanistes de pacotille veulent construire l'unité africaine. D'un certain point de vue, ceux qu'on appelle les Blancs, les Occidentaux, ont fait beaucoup plus de bien aux Africains que leurs propres frères, entre guillemets, africains, que leurs propres frères du Maghreb. Ça, c'est vrai. Parce que l'esclavage, comme je disais tout à l'heure, en tout cas la traite, a été aboli en premier. C'était par ces Occidentaux. On peut comprendre qu'ils nous ont colonisés, on ne les aime pas. Mais il faut dire la vérité. Ils sont les premiers à avoir mis fin à la traite. En 1815, je le dis. Et dans des pays comme la France, la traite de toute façon avait commencé beaucoup plus tard. La France avait un grand retard en matière de traite sur l'Empire ottoman, par exemple. Donc l'attitude de Saïd Kaït est à mettre dans ce contexte-là. Le contexte de populations qui n'ont jamais vu les Noirs que sous l'angle, qui n'ont jamais perçu le Noir que sous l'angle de la traite de l'esclavage. Le Noir n'est pas autre chose pour eux qu'une sorte d'esclave comme au bon vieux temps. C'est triste, mais c'est la réalité. Du coup, on peut se poser la question également de la naïveté quasi proverbiale et la mendicité éternelle des Africains à peau noire. Les Africains seraient-ils maudits, les amis? On peut se poser la question. Comment est-ce que les gens passent le temps à revendiquer un héritage, revendiquer la fraternité avec des gens qui ne se sont jamais sentis africains et qui, s'ils le pouvaient, ils se seraient mis à certainement séparés géographiquement du reste du continent africain. Prenez les Marocains. À une époque, il s'est dit qu'à une époque, le Maroc a voulu intégrer l'Union européenne. Regardez les comportements que ces Marocains avaient développés, avaient affichés lorsqu'ils sont venus ici au Cameroun pour la CAN. Ils sont venus avec tout ce dont ils avaient besoin, peut-être même jusqu'à l'eau à boire et les serviettes. Pour quelle raison? Ils ne voulaient pas être contaminés par peut-être pas Ebola, je ne sais pas. Plus récemment encore, Sofiane Bouffal, il a dédié le très beau parcours marocain qu'il faut reconnaître au mondial qatari. Il a dédié à qui? Au monde arabe. Il a dit le Maroc est en train de faire la fierté du monde arabe. Ça suscitait la polémique.
Il a rectifié le tir derrière. Mais il avait déjà dit. Il avait déjà parlé. Et c'est avec ces gens que les panafricanistes de pacotille veulent bâtir les États-Unis d'Afrique. C'est à ces gens que les chantres du panafricanisme pensent lorsqu'ils parlent de la grandeur passée de l'Afrique. Vous vous réclamez de l'héritage de l'Égypte antique, alors que eux-mêmes ne se reconnaissent en rien comme africains. Parce que c'est ça, les panafricanistes vont vous dire les mathématiques ont été inventées en Égypte, les Grecs ils ont pris pour aller en Grèce, la philosophie a été inventée en Égypte. Sauf que pour eux là, l'Égypte c'est pas l'Afrique. Dites-moi que les maths ont été inventées en Afrique noire, au Mali, dans le Rhum, l'Empire mandingue. Là, je comprendrais que c'est quelque chose de véritablement africain dont je peux me prévaloir. Et qu'on me dise que des choses ont été inventées en Tunisie, en Égypte, dans la Haute-Égypte, et que je dois me gargariser de ça, je dois en être fier en tant qu'Africain, alors qu'ils ne se considèrent pas comme Africains. C'est quand même fort de café, les amis. De toute façon, que font les Africains? Que font ces migrants dans un pays comme la Tunisie? Les amis, vous connaissez même la Tunisie. En tout cas, j'espère que ce n'est qu'un point de passage vers l'Europe, que ce n'est pas leur réel point de chute, que ce n'est pas un vrai pays d'immigration. Parce que j'ai du mal à imaginer comment est-ce que la Tunisie peut être un pays d'immigration au point de devoir expulser des gens. La Tunisie, est le plus minable de tous les pays du Maghreb. Qu'on se le dise. C'est le plus pauvre. C'est un État quasi failli. C'est pas pour rien que quelqu'un s'était immolé là-bas par le feu en 2011 et a lancé par la même occasion les révolutions du printemps arabe. C'est parce que ça n'allait pas, ça ne donnait pas. Comment un Camerounais peut quitter le Cameroun pour aller en Tunisie? Que va faire un Ivoirien en Tunisie? Je ne comprends pas. Donc c'est un pays failli. Et en réalité, par cette déclaration-là, le président tunisien essaie de détourner l'attention de son peuple sur les vrais problèmes de son pays. Les problèmes économiques, les problèmes sécuritaires avec le terrorisme et tout ça. La Tunisie, c'est un pays qui n'a aucune ressource. La plus grande industrie là-bas, je crois, c'est le tourisme. Et avec la crise Covid et tout ça, ce secteur-là ne doit plus marcher beaucoup. C'est un pays quasi failli et qui discrimine jusqu'à ses propres populations de nationalité tunisienne par rapport à leur couleur de peau. Parce qu'au sud de la Tunisie, je crois qu'il y a des populations noires qui ne sont même pas des migrants, mais qui sont discriminées justement par rapport à leur couleur de peau. Donc, encore une fois, que vont faire nos frères africains dans de pareils pays? Vous savez, comme parfois on dit parfois que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais c'est faux, les amis. C'est faux. À un moment, il faut se dire la vérité en face. Il est bon que chacun reste dans son pays et se batte pour créer les conditions d'une vie digne, là où Dieu l'a placé, comme le chantait André Marie. C'est quoi cette mentalité d'aller toujours chez les gens? Pourquoi ne pas rendre le chez-soi beau et vivable, de sorte que les gens aient aussi envie de venir, même illégalement chez vous? Je ne sais pas pour vous, les amis, mais je n'ai presque jamais entendu parler de migrants illégaux sur le territoire d'un pays d'Afrique noire qu'on aurait expulsé. Je n'ai jamais entendu. Donc c'est à croire que personne n'a envie d'aller dans ces pays et que c'est seulement les ressortissants de ces pays africains noirs là qui vont chez les gens. Non, les amis, les Africains n'ont pas à être des mendiants éternels quand même. Donnez aussi envie aux gens de venir chez vous. Le chez vous serait devenu l'enfer sur terre.
À un moment, on donne même le bâton aux autres pour nous battre. C'est triste, mais c'est comme ça. Toujours en train d'aller chez eux et ensuite de crier au racisme. Apprenez à rester chez vous, les gars. Battez-vous chez vous pour améliorer votre sort. Si ce qui vous énerve chez vous, c'est le dictateur qui est au pouvoir, ben battez-vous pour le chasser. Faites justement comme ces Tunisiens-là. Battez-vous pour le chasser. Si c'est la croissance économique qu'il n'y a pas chez vous, mais battez-vous pour qu'il y ait croissance. Ça sert à quoi d'aller chez les gens comme ça? Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. L'aventure n'a jamais développé un pays, les amis. Ce qu'on appelle la diaspora et tout ça ne développe pas un pays. Je sais que ça va peut-être faire jaser, mais j'insiste là-dessus. La diaspora, le Beaux-Arts, les Beaux-Arts ne développent pas un pays. Désolé. Donc c'est tout pour ce premier sujet de cette revue d'actu. Allez, ciao les amis.